L'actualité à la une ce soir, c'est demain que s'ouvre le procès historique sur l'assassinat de Thomas Sankara et de ses compagnons. 34 ans après, que dira le tribunal militaire alors que le principal accusé, Blaise Compaoré, joue aux abonnés absents? On en parle dans ce journal et on vous dira qui était le capitaine Sankara, le père de la révolution burkinabé, et l'avocat de la famille Sankara sera avec nous. Maître Benewende Sankara est déjà sur ce plateau. Il viendra donc nous dire ce que le procès représente pour lui et le Burkina Faso tout entier. Et puis, dans ce journal, l'Assemblée nationale du Burkina déroule le tapis rouge aux enseignants du Burkina. 119 enseignants ont reçu hier dans la soirée des récompenses pour des meilleurs résultats aux examens scolaires. Et désormais, les enseignants qui se seraient distingués au moins 3 fois à ces journées de reconnaissance seront décorés, foi de Alassane Bala Sakandé, le président du Parlement burkinabé. Vous l'entendrez dans cette édition. Et dans cette édition, récompense également pour les jeunes du Burkina Faso qui ont rivalisé de créativité et d'innovation au cours du salon à eux de Dié. Le meilleur a été Kaboré Paul Cédric de la région du Centre pour son projet FICASO de sécurisation des services pour l'enregistrement des données numériques à caractère personnel grâce à l'intelligence artificielle. La composition des autres prix par les lauréats à suivre dans ce 20h. Et dans ce 20h, en politique, le Parti pour la Renaissance nationale fait sa rentrée politique sous le signe de l'analyse des instabilités de nos pays africains constatées ces derniers temps. Le Parent regrette les coups d'État dans la sous-région. Pourquoi une telle posture? La réponse à suivre dans ce 20h. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Le procès sur l'assassinat de Thomas Sankara lors du coup d'État de 1987, l'ex-président du Faso, père de la révolution burkinabé, s'ouvre donc lundi devant le tribunal militaire de Ouagadougou. 34 ans après des espoirs de vérité, mais aussi de justice, Thomas Sankara avait suscité l'espoir de tout un continent. Et avec cette disparition, s'évanouit avec l'espérance d'une Afrique libre, fière d'elle-même et prospère. Qui était Thomas Sankara? Son portrait avec Sébastien Zongo. On ne peut pas se développer sans mobilisation. Nous ne pouvons pas nous développer si le peuple lui-même ne prend pas son destin en main. C'est le peuple qui doit construire le pays. Thomas Sankara, le jeune capitaine de 34 ans, devient président de la Haute-Volta le 4 août 1983 suite à un coup d'État. L'année suivante, l'anti-impérialiste rebaptise le pays Burkina Faso, qui signifie le pays des hommes intègres. Il faut enterrer tous les ennemis du peuple. Il faut enterrer tous les défauts qui empêchent le peuple de se libérer, qui empêchent le peuple de construire son bonheur. À la tête du Conseil national de la Révolution, l'homme d'exemple a une vision, celle de développer son pays en le libérant des contraintes internationales. Sa méthode, vaincre l'adversité par le travail en s'appuyant sur les masses populaires à travers les comités de défense de la Révolution. Le natif de Yako, dans le Passoré, entraîne son peuple dans les grands chantiers de son programme populaire de développement. La santé, la formation, l'éducation des masses, le développement de l'agriculture y sont des priorités, comme le désenclavement des régions par la route et le rail. En 3 ans, il atteint l'autosuffisance alimentaire. Il fait la promotion de la consommation locale, notamment du Faso d'Anfani. Thomas Sankara est aussi défenseur des droits de la femme et de l'environnement. En tant que dirigeant d'un pays non aligné, il parcourt le monde à la recherche de coopération favorable au développement réel de son peuple. Le président Sankara joue son rôle de porteur des revendications des pays sans voix jusqu'à la tribune de l'Organisation des Nations Unies. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Thomas Sankara, le panafricaniste, se positionne aussi en défenseur des grandes causes du continent, comme ici, au sommet d'Addis Abeba en 1987. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste,
Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous, dont j'ai besoin, comme il prophétie, le leader de la révolution burkinabé sera effectivement absent à la prochaine conférence. Moins de 3 mois plus tard, il est assassiné avec 12 de ses compagnons le 15 octobre 1987 lors d'un coup d'État qui porte au pouvoir Blaise Compaoré. 34 années après, des pages de l'histoire manquent sur les causes, les auteurs et les instigateurs de la mort de celui qui est aujourd'hui une référence africaine et mondiale pour la jeunesse et les épris de justice et d'égalité sociale. La justice est attendue pour lever le voile sur les mystères de cette affaire. Justement, que s'est-il passé le 15 octobre 1987 où un commando dirigé par un certain Yacine Kafando a décidé de mettre fin à un rêve d'une Afrique libre et indépendante? En dehors de l'acte de décès, très peu d'informations sur les circonstances de cet assassinat. Aujourd'hui, une vingtaine d'accusés sont présentés au tribunal militaire. L'instruction est bouclée depuis 2019. Le procès peut donc se tenir. Un long épisode raconté ici par Draman Guéné. 15 octobre 1987. Des Kalachnikovs grondent sur Ouagadougou, plus précisément sur le Conseil de l'Entente, où le président Thomas Sankara devrait présider une rencontre. Peu après, avec stupeur, l'on apprend la mort du leader de la révolution burkinabé. Sankara est mort, mais de quelle mort? Assassinat, accident, rien de tout cela. La mort naturelle est retenue par l'armée, matérialisée dans un acte de décès remis à la famille Sankara. Du coup, un blackout sur l'affaire. Aucune inculpation, encore moins une instruction. Les mouvements des droits de l'homme disent niet, mais aucune ligne ne bouge 27 ans durant. Janvier 2015. Le déclic est venu du régime de la transition. L'affaire est ouverte, avec une dizaine d'inculpés au départ. Le nombre va grandissant au fil des mois. Des nouvelles inculpations sont émises, en tout 23 personnes dans le viseur. 2 mandats d'arrêt internationaux émis contre le président Blaise Compaoré et Yacine Kafando. Le général Gilbert Diengéré, le journaliste Gabriel Tamini, le médecin commandant Alidou Debré, le signataire de l'acte de décès, sont parmi les inculpés. L'ordre de poursuite est lancé par le juge militaire et l'instruction pose l'acte fort du dossier en mai 2015. Le juge d'instruction ordonne l'exhumation des restes du président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons d'infortune. Mais le temps a eu raison de la science. Les 2 expertises d'ADN se montrent infructueuses. Il a aussi eu raison de certains témoins dont l'action s'est éteinte avec la mort. Jusque-là, aucun mandat d'arrêt international n'est exécuté. Le président Blaise Compaoré et Yacine Kafando seront donc jugés par contumace. 34 ans de péripéties, le plus vieux dossier judiciaire connaîtra son début de jugement demain 11 octobre. Un dossier vivement attendu par l'opinion nationale et internationale. Je le disais en titre, l'avocat de la famille Sankara est avec nous sur ce plateau, Maître Bénéwendé Sankara. Bonsoir et merci de venir répondre à nos questions. Bonsoir, c'est tout un plaisir. Oui, 34 ans après, c'est historique, mais que représente ce procès pour vous, pour la famille et peut-être pour le Burkina Faso? Pour l'Afrique et pour le monde entier qui suit ce dossier, parce que je sais de par mes informations que beaucoup, notamment d'hommes et de femmes de médias, ont fait le déplacement à Ouagadougou, de divers continents pour justement suivre ce procès qui, de mon point de vue, est très historique. C'est un procès inédit. Comme vous l'avez dit, en fait, la bataille judiciaire à proprement parler a duré 24 ans. 24 ans, alors même que le président Thomas Sankara a été assassiné avec ses compagnons il y a 34 ans. Ça veut dire que pendant 10 ans, il y a eu un véritable déni de justice
parce que sous le régime du président Blaise Compaoré, aucun juge, en réalité, n'a voulu qu'il y ait une plainte. Et même qu'en 1997, notamment en octobre 1997, pour éviter la prescription, la veuve Sankara et ses enfants étaient obligés de s'attacher les services d'avocats pour porter la plainte devant les juridictions burkinabées. Il y a eu un blocage systématique parce que ce qui était curieux et paradoxal, quand la plainte a été déposée avec conscience de partie civile, la conciliation payée, l'action publique mise en mouvement, c'est le ministère public, c'est-à-dire le parquet lui-même qui s'est attaqué à l'ordonnance aux fins d'informer qui avait été rendue par le juge d'instruction de l'époque. Donc vous comprenez que c'était toute une résistance de l'État sous Blaise Compaoré contre la procédure qui s'était déclenchée. Et justement, le même Blaise Compaoré qui est fortement soupçonné comme étant l'instigateur ou peut-être le commanditaire, refuse de venir répondre devant le tribunal militaire. Il qualifie par la voix de ses avocats le tribunal d'exception. Le tribunal militaire au Burkina Faso n'est pas une juridiction d'exception. C'est une juridiction qui relève de l'ordonnancement juridique institutionnel de notre pays. C'est prévu par la loi. Ce qu'il y a peut-être d'exceptionnel, c'est parce que il y a ce que nous appelons l'ordre judiciaire, où d'ailleurs la procédure a débuté, puisque je vous disais tantôt que Mariam Sankara a été obligée de porter plainte devant le juge civil. Nous avons épuisé toutes les voies de recours jusqu'en cassation et toutes les portes étaient closes. Parce que, tout simplement, pour reprendre l'expression du ministre de la Justice de l'époque, Badini Bourema, il y avait des magistrats de service. Et ces magistrats, jusqu'au plus haut niveau, ont purement et simplement fermé toutes les portes pour qu'il n'y ait pas de procès. Et nous nous sommes déportés à l'international devant le Comité des droits de l'homme de l'ONU, qui a condamné l'État du Burkina Faso à ouvrir une enquête et à faire un procès équitable dans l'affaire du président Thomas Sankara. Malheureusement, l'État du Burkina Faso n'a pas voulu exécuter cette décision supranationale et on est resté en l'état jusqu'à l'insurrection. C'est sous l'insurrection, comme vous venez de le dire, avec les autorités de la transition, que l'ordre de poursuite a été donné par le Premier ministre Yacouba Isaac Zita. C'est sur la base donc de cela que le tribunal militaire a été saisi, parce que les faits ont eu lieu dans une enceinte militaire. Le président Thomas Sankara lui-même est militaire, donc de ce fait-là, ce n'est pas une exception en tant que telle, puisque relevant donc de la chose militaire. Et je l'ai dit, le président Blaise Compaoré, il est poursuivi à quel titre dans ce procès? Il est poursuivi pour attentat. Il y a plusieurs infractions qui pèsent sur lui. Pour attentat à la sûreté de l'État, pour complot, pour assassinat, pour complicité, et bien sûr d'autres types d'infractions. Mais, comme vous le dites, se prévalant de sa désormais nationalité ivoirienne, malgré le mandat d'arrêt international qui a été lancé contre lui, il a refusé de comparaître. Maître, vous restez avec nous et on va essayer de suivre la réaction des organisations de la société civile. Comment réagit-elle face à ce procès historique? Mariam Tamboura est allée à leur rencontre. On suit son compte-rendu. À quelques heures de l'ouverture de ce procès emblématique du président Thomas Sankara, les acteurs de la société civile manifestent leur forte attente. Pour eux, ce procès revêt un caractère historique en ce sens qu'il intervient à un moment où le Burkina Faso s'est engagé dans la construction de la démocratie avec une justice améliorée. L'assassinat de Thomas Sankara a tellement créé un séisme dans notre pays qu'aujourd'hui, entendre les acteurs, les témoins,
les commanditaires ou les éventuelles personnes impliquées dans cela peut contribuer à donner confiance à notre peuple, à donner confiance à ses dirigeants pour qu'effectivement on puisse prendre un départ réel. Autre acteur de la société civile, le Balai citoyen. Pour son porte-parole Ismaël Eric Kinda, l'ouverture de ce procès est une preuve de la détermination de la justice à faire la lumière. Ce procès va apporter beaucoup de choses, un lot de révélations. Le souci des Burkinabés, des patriotes burkinabés, c'est la vérité et la justice. Pendant plus de 30 ans, il y a eu tellement de mensonges qui ont été déroulés. Il y a eu des contre-vérités qu'on a fait circuler. Et nous pensons au niveau du Balai citoyen que ce procès est une occasion pour que le peuple là puisse savoir ce qui s'est réellement passé. Le fait majeur de ce procès est l'absence du principal mis en cause, l'ancien président du Faso, Blaise Compaoré. Mais qu'à cela ne tienne, pour ces acteurs de la société civile, le plus important reste la tenue du procès. Ça aurait pu être intéressant qu'il se présente parce que j'ai vu un communiqué qui n'a pas confiance à la justice du président Kaboré, mais il a confiance à la justice internationale. Mais c'est nous la justice internationale. J'ai personnellement assisté à l'écriture du statut de Rome en 1998. Il y a des magistrats de ce pays qui ont participé à rendre la justice au plan international. Comme Dildao a jugé Hissène Habré à Dakar. Il y a une juge aussi qui vient d'être nommée par les Nations Unies pour connaître de ce genre de dossiers. Donc tout est quand même acceptable. Les garanties peuvent être trouvées. On peut avoir des procès équitables. L'idéal aurait voulu que tous les acteurs clés des événements dramatiques du 15 octobre 1987 soient là. Mais ils ne sont pas là de façon volontaire. De façon volontaire, au niveau du Balai citoyen, nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas surpris de l'attitude de certains acteurs clés des massacres du 15 octobre. Même s'ils ne sont pas là, le plus important, c'est la tenue de ce procès-là. La tenue de ce procès. Et nous sommes convaincus que certains acteurs clés qui seront là vont aider le peuple burkinabé à savoir la vérité sur cette affaire-là. Quelle issue donc imaginer de ce procès? Tous sont convaincus. Le dernier mot revient aux juges. Ils attendent donc une décision équitable rendue par des magistrats indépendants et impartiaux. Oui, retour sur ce plateau avec Maître Beniwende Sankara, l'avocat de la famille Sankara. Je l'ai dit tantôt, le procès sur l'assassinat de Thomas Sankara s'ouvre demain lundi. Maître, donc le président Blaise Compaoré n'est pas poursuivi comme étant présumé coupable. Parce que quand on veut vraiment un éclairage sur cet aspect. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est le caractère équitable du procès. C'est également retenir la garantie des droits de la défense, à savoir respecter la présomption d'innocence, c'est extrêmement important, respecter le principe du contradictoire. Et si on fait une instruction qui a duré 5 ans, et je précise que l'instruction a été close en septembre 2020. Ça veut dire que le juge d'instruction instruit à charge et à décharge sur la base des éléments de preuve qui pèsent sur tout cela qui sont cités. Donc, a priori, il n'y a pas une condamnation systématique tant que la culpabilité n'est pas avérée et prouvée devant un juge, devant un tribunal impartial. Vous aurez remarqué que depuis l'ouverture de l'information en 2015, maintenant beaucoup d'avocats se sont constitués pour les mises en cause, pour les accusés, tout comme les parties civiles. Cela d'abord dénote du caractère de la garantie des droits de la défense dont disposent tous ceux-là qui sont poursuivis. Et M. Blaise Compaoré lui-même a constitué des avocats pour sa propre défense. Vous aurez également remarqué que la présomption d'innocence est un principe sacro-saint. Donc, M. Blaise Compaoré est poursuivi pour des faits qui ont été qualifiés d'assassinat ou de complicité
ou d'attentat à la sûreté de l'État. Donc ces faits-là, effectivement, il y a un certain nombre de preuves qui chargent M. Blaise Compaoré. Mais il n'y a que le juge et le juge seul pour établir sa culpabilité. Oui, mais est-ce que, maître, l'absence de Blaise Compaoré n'est-il pas un obstacle à la manifestation de la vérité? Pas du tout. Je vous ai parlé tout à l'heure des preuves, des faisceaux de preuves, des faisceaux d'indices. Devant ce tribunal vont comparaître plus de 60 témoins. Plus de 60 témoins qui ont été cités, convoqués et qui vont venir expliquer au tribunal ce qu'ils ont vu. Ce qu'ils ont vu, les choses auxquelles ils ont assisté et établir la conviction du juge. Il y a eu naturellement les expertises dont on a parlé tout à l'heure. Vous avez parlé de l'ADN, mais il y a l'enquête balistique, il y a l'expertise balistique qui a pu établir les types d'armes et de munitions qui ont été utilisées pour assassiner le président Sankara. Il y a eu aussi l'autopsie. Vous avez parlé tout à l'heure des exhumations des corps. Quand on a exhumé les corps, les restes, dans les tombes, on a vu par exemple encore des pièces d'état civil appartenant aux victimes. On a vu les morceaux de tissu, on a vu les ceinturons, on a vu les chaussures, etc., etc. Et les familles qui étaient là, qui ont assisté, beaucoup ont reconnu purement et simplement leurs parents oui. Qui ont été trucidés. Oui, et vous parlez de preuves et la France avait déclassé un certain nombre de dossiers. Est-ce que l'apport de ces dossiers dans l'instruction a été significatif? Alors, moi, je veux qu'on comprenne la décision que le juge d'instruction a rendue. Chaque fois, je dis que il a été très intelligent pour procéder à une disjonction des procédures. Parce que le procès qui s'ouvre le 11 octobre, c'est un procès intra-burkinabé. Il y a eu la reconstitution des faits au Conseil de l'Entente. Le général Gilbert Guinguéré était là pour expliquer comment les choses se sont passées le 15 octobre. Ceux qui étaient présents ce jour-là, le 15 octobre, aux environs de 16 heures, il y en a qui sont encore vivants, qui ont témoigné. Le fameux bureau où la réunion devrait avoir lieu, où il y avait des occupants, il y en a qui sont encore là et qui vont parler, parce qu'ils ont parlé, c'est consigné dans les différents procès-verbaux, leurs dépositions sont là. Il y a même un journal qui s'est permis de donner des extraits. Donc vous comprenez que finalement l'opinion qui attend ce procès devrait être servie. Parce que depuis fort longtemps, depuis 24 ans, il y a ce qu'on appelle le secret de l'instruction qui ne permettait pas à certaines personnes de s'exprimer. Donc, ce qui est clair, c'est que ce procès qui est public, avec bien sûr la participation des médias, c'est un procès qui va certainement révéler beaucoup de choses liées à l'assassinat du président Sankara. Par contre, le volet complot international, parce qu'on a souvent cité la France, on a cité d'autres pays en dehors de la France qui auraient contribué d'une manière ou d'une autre à ourdir ce complot-là. La disjonction suppose que les 3 lots de documents déclassifiés que le juge burkinabé a obtenus à travers les rapports de coopération judiciaire entre la France et le Burkina, et là il a fait une commission rogatoire, donc c'est le juge français qui lui a transmis cela, ces documents-là vont certainement servir à établir éventuellement un complot international s'il y en a un. Mais pour le moment, le procès qui s'ouvre, c'est un procès où les exécutants qui étaient là, on les connaît. Ils ont quitté le domicile de M. Blaise Compaoré au bord d'un véhicule, on connaît le propriétaire. Qui a conduit le commando, on le sait aujourd'hui, vous l'avez dit au début que c'est Yassine Kafando, lui aussi il est en fuite. Et il y a encore des témoins vivants, il y en a même qui ont fait le mort à l'instar de Luna Traoré et qui vont certainement témoigner à partir du 11 octobre. Oui, mais combien de temps tout cela va prendre? Vous savez, un procès, quand il s'ouvre, on sait à peine la date de l'ouverture. La clôture dépendra, bien sûr, aussi des exceptions ou des débats qui peuvent amener le juge à être plus ou moins long.
Mais en tout état de cause, moi, j'ai vraiment espoir au regard de l'instruction sérieuse qui a été menée, que ce procès ne devrait pas durer autant qu'on en a vu pour le procès du putsch. Merci à vous, Maître Béniwende Sankara, d'être passé nous donner tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes l'avocat de la famille Sankara et vous étiez là pour nous donner des éclairages concernant le procès qui s'ouvre demain devant le tribunal militaire sur l'assassinat du président Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Vous restez avec nous pour la suite du journal et pour la suite du journal. Tapis rouge déroulé aux enseignants du Burkina Faso. Ils étaient 119 hier soir à être récompensés par l'Assemblée nationale. C'était donc au cours des journées de reconnaissance du député à l'enseignant appelé Jourdain. Une 4e édition organisée sous le signe pour une éducation résiliente et performante. Le Parlement s'engage aux côtés de la communauté éducative. Les détails de la nuit avec Sébastien Zongo. À cette grande nuit de récompense des enseignants et enseignantes burkinabés, 2 super gagnants se distinguent. Simone Silga Sawadogo de la région du Centre-Est reçoit le meilleur prix féminin pour avoir réalisé 100% de taux de succès au CEP avec 105 élèves. Au masculin, le prix revient à Sompoa Bayonli pour 100% de taux de succès avec 92 élèves. C'est par la volonté de Dieu que je suis parvenue à ces résultats. Voilà. J'ai un amour de mon travail et j'ai une affection particulière aux enfants. Voilà. Donc je m'attache beaucoup aux faibles pour les amener à réussir. C'est le dimanche seulement je ne parle pas. J'étais tout le temps avec les enfants et je pense que cela a payé parce que dans une classe d'examen, il faut d'abord l'amour des enfants. 5 enseignants reçoivent des prix spéciaux pour leur fort taux de succès en zone à fort défi sécuritaire. Et ils sont en tout 119 lauréats à recevoir 100 000 francs CFA, un ordinateur portable et d'autres gadgets honorés par la représentation nationale. Nous profitons de l'occasion en tout cas pour lancer un appel aux parents d'élèves, aux élèves, à avoir de la considération pour ce monde enseignant. Ceux qui sont là ce soir, c'est vrai, ils ont fait du 100%, mais il faut reconnaître qu'il y a d'autres enseignants qui ne sont pas là ce soir, qui ont travaillé avec eux depuis le CP1 jusqu'au CM2. Et donc ce soir, ce sont les ambassadeurs de tout le monde enseignant du Burkina Faso. Cette commémoration retransmise en direct sur la chaîne nationale, qui est une chaîne donc à l'international aujourd'hui, est une façon aussi pour le Burkina Faso de montrer au monde entier la résilience de son système éducatif malgré tous les défis. Le défi sécuritaire, le défi de la maladie à coronavirus et le défi de la faune sociale, mais aussi le défi de la pauvreté. Le président de l'Assemblée nationale profite de l'occasion de cette 4e édition pour annoncer que les journées de reconnaissance du député à l'enseignant burkinabé sont institutionnalisées et que des efforts seront consentis pour améliorer les récompenses. Et puis l'offre d'infrastructures éducatives pour 3 régions du pays viennent d'augmenter ce samedi avec la remise officielle de nouvelles infrastructures. C'est un programme du ministère en charge de l'Éducation nationale qui a rendu possible ces réalisations. Et ce sont au total 114 classes pour le primaire et le post-primaire qui ont été construites. Christine Koulibaly. Ces 6 salles de classe et 135 autres disséminées dans les régions du centre-nord, du centre-est et du centre sont le fruit d'un partenariat multipartite et réalisé dans le cadre du projet d'appui au programme de développement stratégique de l'éducation de base, PAPDCEB. Pour s'assurer de la qualité des ouvrages, un nouveau mode de suivi des travaux a été implémenté à travers les comités locaux de projet. Des comités constitués d'acteurs à la base et formés au BABA du génie civil pour assurer un suivi citoyen des travaux tout au long de la chaîne. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez que l'actualité est dominée par des infrastructures de mauvaise qualité qui tombent et qui mettent à mal les efforts du gouvernement, mais décrédibilisant même l'action gouvernementale. Et donc pour nous, c'est important d'aller de l'avant. Et on ne peut aller de l'avant que dans le cadre du suivi citoyen, parce qu'il est difficile, voire impossible,
que des parents qui ont des enfants dans une école se mettent à construire des infrastructures qui vont tomber sur des enfants. C'est pour cela que leur implication à travers le comité local du projet, ça a été une très bonne innovation. Et pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître selon le ministre Ouareau. Et le principal bailleur de fonds, l'Agence française de développement, à travers son représentant, ne dira pas le contraire. Qu'avons-nous aujourd'hui? Nous n'avons pas que de la matière, qu'un CEG devant nous. Nous avons une méthode et nous avons un ensemble d'actions bien comprises qui amènent des gens du centre, le ministère, de la périphérie, des partenaires, de la maille la plus fine que l'on puisse imaginer, des communautés qui ont été amenées par, effectivement, comme le disait Monsieur le Ministre, à pouvoir mettre le meilleur d'eux-mêmes dans le suivi des projets de manière avisée pour qu'on ait quelque chose de durable. Pour la durabilité des infrastructures scolaires, le ministre a pris l'engagement d'étendre le suivi citoyen à tous les chantiers du ministère à partir de janvier 2022. Les communes qui se sont du reste distinguées dans le suivi citoyen ont reçu non seulement des attestations, mais aussi des ressources pour d'autres chantiers de développement. Le cluster Ouaga Ouest organise sa 4e sortie officielle de promotion de plus d'une centaine de jeunes filles et de garçons issus de centres de développement pour les jeunes formés au métier. La sortie officielle donc est intervenue ce 30 septembre en présence de Bienvenue Tamsa. C'est l'aboutissement de 15 années d'initiation à la vie socio-professionnelle. Au moins 170 jeunes filles et jeunes garçons fraîchement sortis du cluster Ouaga Ouest. Ils ont appris la coiffure, la couture, la danse et la cuisine entre autres. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ces bienfaits. Nous disons merci également aux responsables des centres de développement pour enfants qui nous ont soutenus sur presque tous les plans, sur le plan scolaire, sanitaire, socio-émotionnel et sur le plan spirituel. Le nombre aujourd'hui qu'on a signalé de près de 175 impétrants qui sortent réjouit considérablement le ministère en charge de l'enfance. Et c'est avec plaisir en tout cas que Madame la ministre nous a désigné de venir adresser nos mots d'encouragement à tous les organisateurs pour cette belle cérémonie. Le cluster Ouaga Ouest est un regroupement de 13 centres de développement pour enfants et jeunes issus des églises évangéliques. Ils sortent à un moment où notre pays est confronté, même le monde entier est confronté à cette crise sanitaire. Il y a l'insécurité qui est là, il y a les défis au niveau de l'insertion socio-professionnelle. C'est de leur dire que c'est ceux qui se battent qui pourront vraiment se tailler une place au soleil. À 22 ans, ils ont les rudiments nécessaires, n'est-ce pas, pour se prendre en charge, pour s'insérer dans la société. C'est vraiment fabuleux et nous les encourageons, n'est-ce pas, dans ce sens et à continuer aussi dans ce sens-là. En collaboration avec Compassion Internationale, le club initie des formations professionnelles au profit d'enfants issus de familles démunies. Et puis, nuit de récompenses pour les jeunes du Burkina Faso, des jeunes du Burkina qui ont rivalisé de l'innovation et de créativité au cours du salon à eux dédié. Le meilleur a été Paul Cédric Kaboré de la région du Centre pour son projet FICASO de sécurisation des services pour l'enregistrement et des données numériques à caractère personnel grâce à l'intelligence artificielle. La composition des autres prix avec Nyarkiteda. Cédric Kaboré est le lauréat le plus heureux à cette nuit des récompenses. Pour avoir séduit le jury avec sa créativité et son imagination avec une invention d'appoint dans le domaine de la technologie de l'information et de la communication au service de la sécurité des personnes et de leurs biens, il obtient un prix d'accompagnement de 5 millions de francs CFA d'un partenaire et un chèque de 2 millions de francs CFA du ministère de la Jeunesse. Nous développons des technologies qui a trait au domaine de la sécurité, également au domaine de la santé. Et nous avons eu la chance d'être lauréats au FNJ 2021. Nous sommes très reconnaissants et nous voulons témoigner notre gratitude à tout l'ensemble des acteurs qui ont contribué à faire de cette édition une merveille. Pour la compétition des plans d'affaires, le premier prix revient au jeune ingénieur d'élevage qui a su vendre son entreprise à travers Youb Connect.
je dis aussi merci à tous ceux qui m'ont accompagné dans mes études jusque-là et qui m'accompagnent aussi dans l'entrepreneuriat pour qu'aujourd'hui je puisse être ce que je suis et que je puisse aujourd'hui être dans la joie à travers ces prix que j'ai eus. Ce sont plus de 30 jeunes qui ont été primés à cette nuit de lauréats. Et pour les autorités en charge du ministère de la Jeunesse, c'est une occasion rêvée pour les partenaires de magnifier le mérite des jeunes entrepreneurs. Cette nuit-là vise à récompenser d'abord le salon de la créativité et de l'innovation. Tous ceux qui ont exposé dedans, ils ont été donc primés. Nous avons vu donc des partenaires techniques et financiers, des départements ministériels, des privés et des ONG, des institutions diverses qui sont venues et qui ont regardé. Chacun selon son intérêt a donné un prix. Il y a aussi que nous avons profité de cette soirée-là pour remettre des chèques. Des chèques à des jeunes qui ont donc participé au plan donc, de promotion donc, de l'entrepreneuriat jeunesse au niveau de la Conféges. En plus des prix officiels, un chèque de 100 millions de francs CFA est remis au Conseil national des jeunes pour le financement des plans d'affaires. Cette nuit a été également une aubaine pour le Conseil de remettre des attestations aux structures et personnalités qui s'investissent pour le rayonnement de la jeunesse. En politique, le groupe parlementaire NTD a tenu du 8 au 10 octobre 2021 ses premières journées parlementaires de 2021 dans la commune de Sapsé. Contribution du groupe parlementaire Nouveau Temps pour la démocratie, NTD face aux défis sécuritaires et de la cohésion sociale, c'est le thème choisi pour mener la réflexion durant les travaux de ces journées. Pascal Tapsova, Jacques Ouedraogo. Le groupe parlementaire NTD réuni ici dans la commune de Sapsé pour ses premières journées parlementaires de 2021. Contribution du groupe parlementaire Nouveau Temps pour la démocratie, NTD, face aux défis sécuritaires et à la cohésion sociale, c'est le thème retenu pour faire l'objet de réflexion durant les travaux de ces journées. C'est un thème d'actualité. C'est un thème préoccupant. Aujourd'hui, nous pensons qu'au Burkina, la première priorité, c'est la sécurité. Sans la sécurité, on ne peut rien faire. On ne peut pas se développer, on ne peut pas se vivre en paix et on ne peut rien entreprendre. Pour bien mûrir la réflexion, 2 communications ont été faites à l'endroit des députés membres sur les sous-thèmes, à savoir la contribution des volontaires pour la défense de la patrie VDP à la sécurisation du pays, acquis, insuffisance et perspective. Et le second thème, quelle stratégie pour le retour des personnes déplacées internes dans leurs localités respectives. Nous voulons qu'au sortir de cette rencontre, nous puissions faire des propositions concrètes. Nous puissions faire des recommandations à l'endroit de nos autorités, à l'endroit de nos FDS, à l'endroit de nos VDP, et pour qu'ensemble, une issue soit trouvée. Le président du parti Nouveau Temps pour la démocratie NTD est venu soutenir ses camarades du parti à l'occasion de leur journée parlementaire. La tenue de ces journées parlementaires dans la commune de Sapsé est aussi une opportunité pour le groupe parlementaire NTD, fort de 13 membres, de toucher du doigt les réalités que vivent au quotidien les VDP et les personnes déplacées internes de la province du BAM. Je le disais en titre, le Parti pour la Renaissance nationale effectue sa rentrée politique ce 9 octobre à Ouagadougou sous le thème « Le retour des coups d'État en Afrique, causes, conséquences et solutions ». Désormais dirigé par Abdul Karim Sango, le parent veut renaître de sa léthargie. Abdelaziz Yadibou. En moins d'une année, on a assisté à des coups d'État dans 3 pays de l'espace francophone que sont le Mali, le Tchad et la Guinée. Il y a eu bel et bien un coup d'État au Tchad. Voilà la raison qui justifie le choix du thème autour duquel se mènent les réflexions marquant la rentrée politique 2021 du Parti de la Renaissance nationale parent. Un thème intitulé « Retour des coups d'État, causes, conséquences et solutions ». Pour les leaders du parti, les coups d'État sont une violation grave à l'expression libre du suffrage du citoyen. Nous estimons que le coup d'État est une mauvaise réponse qui est apportée à un vrai problème qui est le problème de la qualité de la gouvernance en Afrique. L'Afrique, jusqu'autour de 90, baignait dans le climat des coups d'État. Si ça pouvait apporter le développement, il y a longtemps que nous serions développés.
Le travail d'amélioration de la gouvernance démocratique est une œuvre de longue haleine, soutient le président du Parent. Abdul Karim Sango appelle à bannir l'interruption des processus démocratiques par la force des armes. Estimons que la communauté prétendument internationale, l'Union africaine, la CEDEAO ont perdu leur crédibilité, alors que ce sont des institutions qui auraient pu aider à sauvegarder les processus démocratiques parce qu'ils sont rentrés dans des gestions à géométrie variable des processus de coup d'État. Dans l'optique d'améliorer les capacités opérationnelles de leurs militants, les responsables du Parent ont aussi focalisé la réflexion de leur rentrée politique sur le militantisme. Qu'est-ce que c'est qu'un militant? Quelles sont ses obligations et sa contribution à l'essor de son parti? Autant de questions auxquelles des éléments de réponse ont été apportés. Et puis en cinéma, l'avant-première du film Masoud, réalisé par Emmanuel Mbaïgaï et produit par Sem Film, un long métrage en compétition au FESPACO 2021. C'est un film d'action et de sensibilisation sur les extrémismes. Oumou Sissé. Masoud, c'est le titre du long métrage du réalisateur Emmanuel Retumba Mbaïbé. C'est le concurrent le plus cruel de l'histoire de l'humanité. Masoud, c'est aussi l'histoire d'une famille déchirée. Entre les discours pacificateurs du père de Masoud, par ailleurs imam du village, et ceux radicaux d'un groupe terroriste, Masoud se radicalise et s'en prend à son géniteur. C'est l'avant-goût du long métrage inspiré de la crise sécuritaire préoccupante au Grand Sahel. Masoud questionne sur l'apport de tout le monde au vivre ensemble. Et pour gagner le combat contre le terrorisme, le réalisateur Emmanuel Retumba Mbaïbé a sa petite idée. C'est le message d'amour simplement. C'est le message d'amour parce que l'amour est plus fort que tout. Et quand on a vraiment l'amour, le vrai, au fond de son cœur, aucune barbarie humaine ne peut arriver à nous faire vaciller. Donc je pense que c'est le message capital. Sans amour, on ne peut rien. Quand il y a l'amour, même si le diable vient habiter dans notre esprit, l'amour transcende. L'amour est Dieu, voilà. Vous avez intérêt à retrouver vos mémoires. Même le diable que vous adorez ne ferait pas ce que vous avez fait. Et avec son film, Emmanuel Retumba Mbaïbé veut conscientiser et sensibiliser la population du Sahel. Et pour un retour de la paix dans cette partie de l'Afrique, il invite à une collaboration entre forces de l'ordre et population. Le film Masoud s'inscrit dans le cadre du projet Jeune Ambassadeur, piloté par l'association Sem Film. Il est en compétition pour le Grand Prix du FESPACO 2021. Il se passe des choses inadmissibles en ce moment chez nous. En sport, les étalons U20 ont été éliminés hier de la Coupe du Monde féminine de leur catégorie. C'était au stade de Porto Novo au Bénin. Et ce sont les Scorpions de Gambie qui ont causé cette élimination. Score 1-0. Le résumé du match avec Alex Agré. Tristesse, larmes aux yeux. Le rêve des étalons U20 dames pour la Coupe du Monde Costa Rica 2022 s'arrête à l'étape de la Gambie. C'est une équipe renversante des Scorpions qui a tenu en échec les filles de Pascal Sawadgou élues domicile à Porto Novo. Je ne suis pas satisfait parce qu'on n'a pas la qualification. Une série d'occasions mal négociées par Adel Cabri. D'abord à la 28e minute, 35e minute, puis à la 39e. La Baraka fuit les étalons dans cette première mi-temps avec un score partiel de 0 but partout. À la reprise, les Blancs du Burkina Faso continuent leur domination. 56e minute, une fois de plus, Linda Kedega bute sur le poteau gambien. À l'heure du jeu, la Gambie récupère le ballon et déroule le match. À la 68e minute, Maria Ouattara sauve les siennes en 2 temps. Le salut gambien viendra sur ce corner de la 71e minute. À cet instant, les pendules sont remises à 0. Le Burkina Faso va courir derrière l'égalisation pour espérer une qualification sans y parvenir après 90 minutes. L'arbitre nigérian conduit les 22 acteurs à l'exercice des tirs au but
Un exercice difficile pour Sam Safiatou, Orikia Konati et Jacqueline Sedougou. Les étalons tombent 3 tirs réussis contre 4. Voilà donc c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne reprise à tous et à toutes.